Et salut la team Gros Billets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club Invest. Vous êtes bien sur la chaîne et donc je suis présent, Michel bien évidemment, pour vous accueillir. Le Club Invest c'est quoi? C'est un club qu'on a monté avec mon acolyte Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Qu'est-ce qu'on y fait? On accompagne des jeunes investisseurs ou des personnes un peu plus avancées qui veulent découvrir le monde de l'investissement immobilier. Voilà, on les accompagne lors de toutes les étapes de l'investissement. Et c'est comme ça qu'ils viennent souvent pour un appart et ils repartent avec 7. Voilà, ça on n'y peut rien, mais c'est comme ça que ça se passe. On y prend goût assez rapidement. Je voulais en tout cas vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et donc ça fait plaisir, ça donne envie d'en faire encore plus. De ce fait, avec Thibaut, on s'est dit tiens, pourquoi pas on allait créer un petit jingle d'entrée, donc je suis en train de travailler là-dessus. C'est assez fou, d'ailleurs Thibaut il a des formations sur l'intelligence artificielle qui crée des scripts. Nous ça nous aide beaucoup dans nos travails de tous les jours. Et puis pour l'investissement c'est super pratique pour écrire des emails, pour essayer de créer même des assemblées générales pour vos sociétés. Vraiment c'est super pratique, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc si vous voulez regarder ces formations, n'hésitez pas. En tout cas, là on a essayé justement pour créer un petit script, mais pour créer un petit jingle de début, j'ai essayé de créer des vidéos et c'est assez bluffant. En fait, on met la description et ça crée une vidéo tout simplement. De toutes pièces et ça fait vraiment ce qu'on lui demande de faire et parfois c'est assez flippant parce que à partir d'une photo on peut même faire bouger les personnes et puis leur faire des choses qu'en fait ils n'ont jamais fait. Donc c'est quoi la limite? C'est un peu la question à se poser. Voilà, c'était ma petite réflexion de la journée. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait d'être bloqué au niveau de ses investissements à cause forcément des banques et du fait qu'on ne peut plus emprunter. Voilà, donc on va parler de ça. Va y avoir deux personnes qui sont invitées, qui sont spécialisées là-dedans, qui ont vraiment gravi les échelons de l'investissement et qui vont vous expliquer un peu tout ça. Juste avant, il y a des petites news d'actualité. Donc ça va être sur forcément les frais de notaire, parlons-en. Mais ils annoncent une petite augmentation en 2025, donc soyez prêts à ce niveau-là. On se posait la question justement, est-ce que ça serait mieux d'acheter en fin d'année, de se presser pour signer les biens que vous avez encore dans les tuyaux en cette fin d'année 2024 pour pas subir cette augmentation de 0,5% des frais de notaire qui sont annoncés? Est-ce que ça serait intelligent de le faire? Après, on se posait la question, mais de ce fait, l'appartement ne sera pas loué en début 2025, surtout au 1er janvier 2025. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire taxe d'habitation à payer. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, il faut peser le pour et le contre. En gros, on vous fait un calcul assez rapide qui est pour un appartement de 100 000 euros, vous allez forcément payer 500 euros de plus de frais de notaire. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que votre taxe foncière est supérieure à ça? Pas la taxe foncière, excusez-moi. Est-ce que la taxe d'habitation, la taxe foncière, justement, on va en parler, on va la payer dans tous les cas. Si vous la payez, forcément, en fin d'année, vous allez payer le prorata quand vous allez acheter et vous ne la payerez que à l'automne prochain, tandis que si vous achetez en début d'année, vous allez la payer en totalité tout de suite, donc la rembourser en fait au vendeur. Pour ce qui est de la taxe d'habitation, elle a été supprimée pour les personnes qui sont en place, donc les locataires, ça bien sûr. Par contre, pour les propriétaires qui ont des résidences secondaires, elle est toujours active, donc c'est la question à se poser. Est-ce que je vais pouvoir la payer parce que j'ai le bien le 1er janvier, mais qu'il est vide d'occupation, donc c'est forcément au propriétaire de la payer? Ou alors, est-ce que j'achète mon bien un peu plus tard et je paye les 0,5% de plus de frais de notaire? Voilà, c'est un petit calcul à faire. Sur beaucoup de biens, je pense que ça va être plus avantageux d'attendre le 4, 5, 6 janvier pour faire vos passages chez le notaire. Comme ça, vous n'aurez pas justement cette taxe d'habitation à payer. D'ici là, vous aurez un locataire qui pourra être acquitté de cette taxe. Aussi, vous pouvez en être acquitté de cette taxe d'habitation. Comment le faire? C'est tout simplement, il faut prouver que l'appartement ou la maison ou le bien, peu importe que vous achetez, il ne peut pas être occupé. Donc soit vous faites de gros travaux, donc envoyez des photos aux impôts, envoyez des devis, envoyez des factures d'artisans. Il faut que vous puissiez leur prouver
que vous ne pouvez pas l'occuper. Donc si c'est juste refaire la peinture, je doute que ça passe. Par contre, si vous avez arraché toute la salle de bain, la cuisine, les toilettes, que vous avez des photos de tout ça, que tout est méga en chantier, il y a de fortes chances que tout simplement, il vous la supprime. Donc ça, c'est une possibilité, mais n'essayez pas de jouer à ce jeu si vraiment c'est pas la réalité et que vous dites juste oui c'est en travaux, mais en fait ça ne l'est pas, donc ça fonctionnera pas. Il faudra quand même donner des preuves et il n'y a rien de plus fatigant que de discuter avec les impôts parce qu'ils suppriment vos messages à chaque fin de réponse, donc vous devez recréer un nouveau sujet, un nouveau message. Vous avez vraiment pas envie de faire ça, c'est très très chronophage et vous avez d'autres choses à faire parce que vous avez plein d'appartements à visiter, à faire des offres et à acheter. Une mauvaise nouvelle s'ensuit une bonne nouvelle. Donc je vous annonce que la Banque Centrale Européenne a annoncé aujourd'hui qu'il y allait avoir une baisse du taux d'intérêt. Une baisse de moins 0,25%. Donc voilà, donc ça veut dire que ça va un petit peu vous aider au niveau des financements. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner avec la suite. Ça va être Charles et Antoine qui vont vous parler de leur technique, leur façon de faire pour pouvoir enchaîner les biens. Donc eux, ils sont passés de 10 à 15 à 20 à 100 achats. Donc voilà, ils ont plus de 100 biens à leur actif. Comment ils font justement pour pas être bloqués, pour éviter les problèmes qui peuvent se poser quand on se heurte au HCSF. Voilà, donc tous ces problèmes où on vous dit « Ah, ça passe pas, votre taux d'endettement, il est trop élevé ». Voilà, ils vont vous expliquer tout ça en vidéo. Comme d'habitude, c'est dans la BAO. Et je vous mets un extrait tout de suite. Mais d'un point de vue purement financier, quand on habite à Paris, Lyon, Marseille, je pense pas que ce soit très intéressant d'avoir sa résidence principale. Après, il y a aussi le fait ce que tu dis, des fois, tu as des banques qui disent pourquoi vous faites du locatif alors que vous n'avez pas encore votre résidence principale. Et c'est vrai que nous, on a déjà eu cette remarque-là de notre conseiller qui nous disait, mais vous êtes moi j'ai commencé l'IMO, tu vois, j'avais j'ai acheté un appart à Dijon, pour faire du locatif et j'avais pas ma résidence principale. Et le conseiller m'a dit, mais attends, t'es pas propriétaire de ta résidence principale et tu veux déjà faire du locatif. Donc après, pour moi, t'as des algorithmes, enfin entre guillemets, dans les banques qui disent il faut être propriétaire de sa résidence principale avant de faire du locatif. Mais grosso modo, nous on a toujours réussi à faire 100. Et après, c'est sûr que quand tu commences à te coller un prêt à 300 000 euros pour ta RP et que tu gagnes pas non plus des milliers des cents, tu vas vite être à tes 35% d'endettement et que le jour où tu vas enchaîner, c'est forcément un frein. Mais inversement aussi, si tu commences à faire du locatif à titre perso, puis que tu rencontres ta copine et qu'elle te dit on veut acheter ensemble et que la banque elle te dit non mon grand t'es gentil mais t'as déjà 4 lots sur la tête, je te prête plus, ça peut poser problème aussi. Donc après c'est un peu on va dire là, je pense à l'appétence et à l'envie de chacun quoi. Sur la RP c'est hyper irrationnel en fait. Et c'est vrai que nos besoins ils changent. Nos besoins ils changent surtout quand on a cet âge-là. Peut-être qu'on est déjà en couple, peut-être pas, peut-être qu'on va se séparer, peut-être qu'on va avoir des enfants. Et donc quand tu vois des frais de notaire sur 300 000 euros, ça peut ou 400 000 euros, ça peut vite. Enfin, faut pas Non, changer de c'est résidence clair. principale tous les 4 matins. Et souvent les résidences principales sont pas rentables. On peut pas se dire j'achète cet appart et puis après si j'ai un enfant je pars et je le loue. Souvent Mhm. ça vaut pas trop le coup. Ça marche des fois sur la première RP, un appartement T2, T3, là ça marche, mais après sur de la grande baraque, ça fonctionne plus. Mais ouais, il n'y a pas de vérité générale, hein. Nous, on n'est pas du tout du parti de ceux qui te disent restez locataire toute votre vie parce que dans le scoring bancaire ça fait ça. Non, pas du tout. Il y a de la nuance à apporter là-dedans. Et déjà, juste financièrement, en fonction de la zone dans laquelle on habite, si on habite dans des zones rentables en locatif, c'est généralement rentable d'acheter aussi. Et inversement, dans des zones pas rentables en locatif, c'est un peu moins rentable d'acheter sa résidence principale. Mais il faut toujours apporter la nuance que, imaginons que tu saches bien acheter, parce que je dis n'importe quoi, t'as 10 lots, tu vois, t'es à mi-chemin là, t'as 29 ans et demi, et t'as fait 10 lots sur 20. Et là, t'as envie de faire ta résidence principale, mais du coup, si t'as été capable d'acheter 10 lots, c'est peut-être que tu sais bien sourcer, tu sais bien négocier, tu sais bien rénover. Et en fait, si t'habites dans un endroit qui est cher, ça va plus vite de générer de la plus-value. Je vais prendre un exemple un peu extrême, hein, mais imaginons à Paris, un endroit où le prix du marché, il est à 10 000 balles du mètre carré, finalement, si t'es capable d'acheter 20% de moins du mètre carré, tu vas acheter 8 000 euros. Ok, parce que c'est en mauvais état, par exemple. Tu vas rénover, allez, c'est à Paris, c'est à 1005, tu vois. Donc tu es sur un prix de revient à 9005 et tu vas pouvoir revendre au-dessus de la moyenne, puisque tu es sur quelque chose de rénové, tu vas pouvoir revendre 12 000. Tu as gagné 2500 euros du mètre carré. Alors que dans des zones qui sont pas chères, un endroit où ça coûte 1000 balles du mètre carré, tu vas mettre cette fois-ci 1000 euros.
du mètre carré en travaux, ça coûte un peu moins cher qu'à Paris. Par contre, tu vas pas revendre 4005 si le prix du marché moyen c'est 2000-2005. Donc, il y a ça aussi. Les endroits qui coûtent cher permettent de faire plus de plus-value. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marchands qui travaillent dans les endroits qui coûtent cher en prix au mètre carré, parce que tu as plus vite fait d'en dégager un delta et tes travaux pèsent assez peu dans le prix total. Contrairement aux zones qui coûtent peu cher. Et ces zones qui coûtent cher sont aussi des zones qui ont beaucoup évolué les dernières années. Alors là, on est en décembre 2024, donc là, le marché de la RP, pour le coup, il a un peu pris, et les grandes villes aussi. Mais par contre, les années d'avant, tu as des gens qui faisaient de l'immobilier à Paris en achetant des appartements pour les louer à 3%. Et en fait, ils faisaient des super TRI parce que, oui, tu as la renta locative à 3%, mais tu as la rentabilité totale de l'opération qui intègre la revente avec une plus-value qui fait qu'en fait, tu es potentiellement plus rentable qu'un investisseur locatif qui fait du 10%, mais qui va revendre à son prix de revient. Là, faut pas trop de talent normalement pour acheter un bien. On va dire, on passe à, selon vous, c'est quand la première étape? Moi je dirais à 5 biens, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une limite à ce niveau-là autour des 5 biens. Parce que bon, tu commences à t'en faire 2, 3. Il y a quand même pas mal de gens qui ont ce nombre de biens-là. Mais à partir de 5 biens, j'avais vu la notion de maxi propriétaire, entre guillemets, un jour sortir sur les réseaux. Et donc, c'était à partir de 5 biens. Et effectivement, bah, pour les banques, t'es pas encore un professionnel de l'immobilier parce que bah, t'as probablement un boulot à côté. Mais pour autant, tu commences à être assez dynamique dans l'investissement. T'as déjà de l'endettement. T'es probablement au-dessus des 35% du limite du HCSF. Donc, c'est là qu'il faut commencer à se poser certaines questions et surtout à pas se décourager quand on commence à prendre des portes. Parce qu'en fait, et moi j'ai eu beaucoup ça, justement à ces niveaux-là, à 5 lots, 10 lots, 15 lots. À chaque fois que je faisais un projet, je me disais c'est le dernier. Là, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le sortir, mais c'est le dernier. Après, le jeu s'arrête. Et en fait, pas du tout. Justement, si tu as déjà 5 biens, tu les as probablement pas achetés en 2 mois. Donc ça veut dire qu'il y en a certains que tu as achetés il y a quelques années. Et si tu as correctement acheté et que tu as amorti ton bien, bah, logiquement, tu as un petit peu de cash à ressortir de ces biens. Donc il faut pas avoir d'affect dedans et être capable de revendre ses premiers biens et pour se désendetter et pour récupérer du cash et continuer d'avancer et faire les nouvelles opérations. Et en fait, là, à ce niveau d'avancement-là, pour moi, les outils, c'est ça. C'est l'arbitrage, c'est potentiellement la modulation. Imaginons, par exemple, tu as fait le choix d'acheter ta résidence principale pour les raisons qu'on a évoquées avant, et la banque te dit, voilà, niveau endettement, ça passe plus. Là, pour l'instant, on parle taux d'endettement. Après, on parlera SCI à l'IS et comment on fait pour ne plus parler taux d'endettement. Là, on parle taux d'endettement. Tu peux moduler ta résidence principale, imaginons que tu l'aies financée sur 25 ans et que ça fasse 4 ans que tu l'amortis, il te reste 21 ans de capital restendu, tu peux très bien choisir de la moduler en fonction des conditions que tu as dans ta banque. Et alors peut-être pas rajouter 4 ans, mais rajouter 1 ou 2 ans, c'est faisable dans la plupart des banques. On va pas parler de rachat de crédit aujourd'hui parce que du coup on est à 4% et si tu as fait ta RP il y a quelques années, tu l'as peut-être fait à 1%, mais ce jeu recommencera en 2025, 2026, 2027. Là aussi, ça sera un outil à dégainer de faire du rachat de crédit pour avoir le même bien qui a les mêmes revenus si jamais c'est un bien locatif. Ou pas de revenus si c'est ta RP, mais par contre tu viens diminuer la charge. Et donc c'est des outils qu'il faut mettre comme ça, ouais. C'est l'arbitrage, c'est la modulation, c'est peut-être le lissage sur un nouveau prêt. En fait, si tu as plusieurs prêts, tu as aussi plusieurs échéances finales, tu vois, au niveau de tes 5 prêts, imaginons que tes 5 biens, tu en as peut-être qui se finissent en 2041, 2046, en 2048. Et du coup, si tu cherches à rester sous les 35% d'endettement, tu peux choisir de financer ton nouveau bien avec un lissage. C'est-à-dire que c'est un bien avec différents niveaux de mensualité, en fait, qui vont évoluer au cours du temps pour que la somme de le total de ton taux d'endettement ne dépasse jamais 35% d'endettement. Ça s'appelle aussi un prêt gigogne. Et c'est des choses où des fois, il faut même le suggérer aux banquiers parce que théoriquement, ils sont formés. Mais des fois, c'est bien aussi d'être celui qui amène la solution. Et surtout, le cumul de choses. De dire, bon, bah, ok, là, le banquier m'a dit que j'étais à 41%, la limite, c'est 35%. On peut déroger, mais la plupart des dérogations, c'est pour de la résidence principale et pour des primo-accédants. Même si ça existe en locatif, on peut pas baser toute une stratégie dessus. Mais par contre, imaginons que je mette un petit peu plus d'apport, que je module un bien, que j'en vende un autre pour me désendetter, pour récupérer du cash, que je vais mettre en apport. Et plus le nouveau, je fais un lissage. Une fois que tu as mis tout ça bout à bout, tu vas peut-être sortir un dossier que tu n'aurais jamais sorti sans avoir toutes ces solutions en main. Et en fait, tu vois, l'enseignement que j'en tire de ça, c'est que le jour où tu es bloqué, tu as suffisamment de cartes en main pour te débloquer toi-même. En fait, le jeu s'arrête jamais. On se retrouve déjà, bien évidemment, ce n'était qu'un extrait de la boîte à outils des investisseurs. Si jamais vous voulez regarder toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent, que ce soit des investisseurs, que ce soit des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, des banquiers, des spécialistes en travaux, des avocats, on a tout plein de professionnels liés à l'immobilier, à la BAO, donc n'hésitez pas. Le lien, il est juste en dessous, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous inscrire et vous allez avoir accès à toutes ces vidéos ainsi qu'aux prochaines et surtout vous avez accès aux contacts de ces personnes-là, vous pouvez les contacter et puis leur poser vos questions.
tout simplement. N'hésitez pas, si jamais vous voulez nous écrire comme d'habitude, vous nous écrivez soit sur Instagram, je sais que vous préférez ce canal-là, n'hésitez pas, vous allez sur celui de Bye Bye Patron, vous allez sur celui du Club Invest, Club Invest avec un 1. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que parfois on fait des lives et donc ceux qui sont abonnés, ils reçoivent directement les invitations et puis un petit pop-up quand on démarre les lives. Donc voilà, ça vous permet de vivre ça. On va en faire très prochainement aussi sur plusieurs sujets, ça va être super intéressant. Donc pas mal le financement, hein, bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, surtout en ce moment. C'est pour ça que c'est une bonne période pour acheter, surtout si vous avez déjà un petit accord ou alors une autorisation avec votre banquier. C'est vraiment une bonne période parce que vous pouvez négocier les biens. Ça fait longtemps que les vendeurs, ils attendent et ils essayent de vendre en ce moment par tous les moyens possibles. Donc dès qu'ils ont des acheteurs sérieux, je peux dire qu'ils n'hésitent pas à baisser leur prix pour pouvoir vendre leurs biens. En tout cas, je vous laisse, je vous dis à dans 2 semaines et je vais pas vous le dire tout de suite, l'histoire des gros billets, mais je vais vous laisser un petit jingle de fin pour la peine. Allez, ciao, bye. Le club l'envers c'est la vie. On apprend à dominer. Les terrains restent nos chéris. On les touche et c'est gagné. C'est des gros billets. C'est notre devise. Chaque deal, chaque pari. La team gros billet bâti. C'est la vie. 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 C'est la vie.